Madame la Présidente, merci. Messieurs les Présidents, bravo. J'ai plaisir à dire que les propos aimables de Pedro Barry à mon égard, je les lui retourne, car ce fut pour moi pendant un an un collaborateur privilégié. Et en plus le fils de son père, ce qui ne gâtait rien. Le problème est à la prise en charge de la femme infertile et à la place de la chirurgie dans cette infertilité. On peut avoir la plus grande considération et la plus grande amitié pour certaines collègues, je parle de Joël Bailly-Chalard, et ne pas forcément être d'accord avec les conceptions qui sont développées dans son centre. Je suis bien d'accord pour reprendre ce qu'a dit Pedro Barry, c'est-à-dire qu'il faut éviter de multiplier les temps chirurgicaux chez les patientes endométriosiques dès le début de leur cursus, l'adolescente, et tout le reste de leur existence. Mais je trouve que ces dernières années, ou plutôt ces 10 dernières années, on va dire que le balancier revient un peu plus à l'équilibre. On a eu tendance à diaboliser d'une manière excessive la cœlioscopie dans le contexte de l'endométriose et à considérer en fait que l'endométriose n'était pas un problème chez les femmes infertiles, que chez les femmes qui étaient jeunes, dont le mari avait un spermogramme normal, dont les trompes étaient perméables. La première réponse à leur proposer était la stimulation et l'insémination intra-utérine sur 4 cycles et l'AMP en cas d'échec. Et que chez des femmes qui avaient des trompes altérées, c'était l'AMP d'emblée. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment peut-on garantir la normalité de la fonction tubaire avec une seule hystérographie et comment peut-on être certain de l'absence d'endométriose péritonéale. Ainsi donc, pendant des années, pour ce qui est de l'endométriose, un certain nombre de fivistes convaincus, trop convaincus à mon sens, ont utilisé cette formule que la police parisienne connaît bien, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure manière de prendre en charge ces patientes globalement, même si je suis le premier à penser que l'AMP sous toutes ses formes est un bon recours pour les patientes endométriosiques. La méta-analyse de Barnard, qui a été publiée en 2002, nous disait que les résultats de l'AMP chez les endométriosiques étaient équivalents à ceux des cas princeps, comme l'infertilité tubaire. Oui, ce n'est pas tout à fait certain, et je lui préfère la méta-analyse de Harb, qui est arrivée 10 ans plus tard, 11 ans, même en 2013, et qui montrait qu'il y avait tout de même une différence qui était sensible entre les AMP en général, 37% de succès, et l'endométriose chez les infertiles endométriosiques, pour lesquels il y avait tout de même un delta de 10% en moins. Je crois donc qu'il est temps de revaloriser. Je ne dis pas qu'il faut proposer toutes les patientes endométriosiques infertiles à la chirurgie ou à la celluliochirurgie, mais je pense qu'il est temps tout de même de revaloriser un peu une chirurgie qui était complètement en perte de vitesse, ou plutôt trop en perte de vitesse. Je rappelle qu'il y a des recommandations. On va voir arriver dans quelques mois les recommandations du Collège des gynécologues français concernant l'endométriose. Je les ai eues, étant responsable d'un journal, je les ai eues, on va dire, en première lecture, mais on n'a pas le droit d'en parler tant qu'elles ne sont pas publiées. On est donc aujourd'hui toujours en rapport avec les RPC qui datent de la période 2006-2010. Lorsqu'il y a des arguments en faveur d'une endométriose, il ne fait pas de doute, à mon sens, que même si la solution de la cœlioscopie n'est pas toujours la solution de première intention, il y a une large place pour la cœlioscopie diagnostique et thérapeutique. Si elle est diagnostique seule, elle n'a aucun intérêt, et que c'est seulement dans des circonstances où il n'y a pas aucun argument en faveur d'une endométriose qu'on peut se livrer aux inséminations intra-utérines sur 3 à 4 cycles, avec, en attendant, un succès possible. Si l'on prend la décision de faire une cœlioscopie chez une femme infertile, il faut savoir pourquoi et il faut savoir comment. Parce qu'il y a pire que ne pas faire la cœlioscopie quand elle est nécessaire, c'est faire une cœlioscopie sans en exploiter le maximum des possibilités. Que demande-t-on à l'endométriose, à la cœlioscopie? On lui demande de reconnaître de manière formelle l'affection, ce qui veut dire ne pas hésiter à recourir aux biopsies. Aucun cœlioscopiste qui fait de la cancérologie aurait l'idée de ne pas biopsier les lésions qui lui sont proposées à la vision. Pourquoi ce faible taux de biopsie dans le contexte de l'endométriose alors qu'elles sont essentielles?
Il faut utiliser les systèmes de classification. Certes, ils ne sont pas terribles et la RAFS, qui date de 1985, est complètement dépassée. Il faut rechercher l'exhaustivité de l'exérèse lésionnelle et l'on voit trop souvent dans des comptes rendus de célioscopie la mention de coagulation à la pince bipolaire de granulation de surface qui ne sont pas la réalité du problème. Il faut exciser la totalité de ces lésions et n'oubliez pas que ces lésions, elles ont une extension profonde et que c'est en les enlevant largement, en surveillant la dépéritinisation, qui est le risque de cette chirurgie, que l'on peut arriver à un résultat satisfaisant, ne serait-ce aussi que sur le plan des douleurs. La célioscopie a un rôle diagnostique, elle a un rôle thérapeutique en enlevant les lésions, elle a un rôle pronostique essentiel. À la fin de la procédure, c'est à partir de ces constatations que vous saurez orienter les patientes suivant les circonstances, soit vers l'assistance médicale à la procréation, dont j'accepte parfaitement la pertinence dans ces cas-là, soit vers la recherche de fécondation spontanée, ce qui n'est tout de même pas, pour la plupart des couples, une mauvaise manière d'être enceinte. Mais vous voyez que pour qu'on exploite au maximum cette célioscopie, quand on a pris la responsabilité de la faire, il y a toute une série de paramètres qu'il faut respecter, les touchés sous AG, le bilan complet intra- et sous-péritonéal, les biopsies, l'excision des lésions, la destruction des autres, et surtout un compte-rendu opératoire très détaillé. Là encore, on ne peut que déplorer les comptes rendus opératoires squelettiques que l'on voit dans certains cas, où on ne trouve pas, une fois la célioscopie faite, tous les arguments qui pourraient permettre de mieux comprendre le cas de chaque patiente. Et je rappelle que les arguments sont intéressants quand ils sont positifs, mais sont également intéressants quand ils sont négatifs. Ici, plusieurs aspects d'endométriose, plus ou moins caricaturaux. Pedro Barry en a montré d'autres. Là encore, dans certains cas, la biopsie est absolument indispensable pour affirmer que ce que l'on voit est une endométriose et pour, si vous avez un bon pathologiste, pouvoir apprécier son évolutivité. Je critiquais, et je persiste à critiquer, le système RAFS, qui n'a aucune pertinence actuelle. Il était fait à une époque où l'endométriose était une maladie essentiellement intrapéritonéale. Aujourd'hui, on sait que l'endométriose est une maladie au moins aussi souvent sous-péritonéale qu'intrapéritonéale. Cherchez dans le RAFS 85 la trace de l'endométriose sous-péritonéale, elle n'existe pas, ou presque, à part le comblement, l'occlusion du cul-de-sac de Douglas. Il y a actuellement un système qui est intéressant, je ne dis pas qu'il a toutes les qualités, il a été rapporté en France par Philippe Merviel, c'est l'IFI, qui est un système de classification qui, si on le respecte, alors il faut évidemment prendre le temps de l'apprendre, si on peut dire, est un élément intéressant qui va vous permettre, voyez les courbes en bas et à droite, qui vont vous permettre d'estimer les chances de fécondation spontanée de la patiente, et donc, à contrario, c'est le bénéfice qu'il y a à lui proposer une assistance médicale à la procréation. Parce qu'en fait, chez les infertiles, la question se pose de manière très pragmatique. Faut-il faire une célioscopie ou passer en AMP? À gauche, en faveur de la célioscopie, à droite, en faveur de l'AMP. L'âge, Pedro Barry a insisté à juste raison sur le caractère parfois tardif des souhaits de grossesse chez les patientes, et il est clair que lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, le fait de réaliser rapidement une première AMP est parfaitement légitime. La réserve ovarienne est aussi un autre paramètre. Lorsqu'elle est médiocre, on sait que ce sont souvent des patientes qui répondent mal à la stimulation. Je ne suis pas spécialiste de FIV, mais j'ai cru le comprendre. Lorsqu'elle est médiocre, c'est plutôt un argument en faveur de la célioscopie. Lorsqu'elle est correcte, plutôt en faveur de l'AMP. Il est clair qu'on préfère confier à la célioscopie et la fécondation spontanée des patientes dont le mari a un coefficient spermatique normal et, à l'inverse, lorsqu'il ne l'est pas, en AMP. Il est clair qu'on préfère envoyer à la célioscopie des patientes qui n'ont pas d'antécédents chirurgicaux, et chez celles pour lesquelles il y a déjà eu une première tentative chirurgicale, on fait rarement mieux la deuxième fois que ce qu'on a fait la première. L'AMP, tout le monde en conviendra, même les fanatiques de l'AMP, n'a aucun intérêt sur l'algie associée. Donc, une femme douloureuse et infertile relève plutôt de la célioscopie. Et une femme qui a un syndrome adhérentiel qui est sévère, comme c'est souvent le cas dans l'endométriose, n'est pas une bonne idée de la célioscopie. Une entité dont, et je m'implique dans la critique, Jean Bouquet je peux l'impliquer aussi, nous avons, avec une certaine candeur, mais à l'époque on ne savait pas, défendu autour de Maurice Bruat, dont chacun
devra se souvenir comme étant une personne extrêmement importante de notre spécialité dans la celluliochirurgie, nous avons défendu un point de vue qui était que l'endométriome ovarien, à l'époque, on va dire, de dinosaures, au bon sens du terme, s'affrontaient. Brua d'un côté, Donnez de l'autre, il y avait du répondant d'un côté et de l'autre, et tout le monde défendait un point de vue en disant qu'il traitait mieux les endométriomes que les autres et que de toute façon, traiter les endométriomes n'avait aucune conséquence délétère sur la réserve ovarienne. Nous en sommes très loin aujourd'hui, puisque l'on sait que même dans ces kystectomies intrapéritonéales, vous avez en bas quelques exemples de ma pratique, et je m'implique dans la critique, même lorsqu'on a l'impression d'être vraiment au plan où on sépare le tissu sain du tissu kystique, eh bien regardez les chiffres qui sont rapportés par d'excellentes séries, partie de droite, ici, vous trouvez dans les pièces opératoires un pourcentage de tissu ovarien normal, et là encore je répète la qualité des opérateurs qui ont publié ces chiffres, qui est important. Et on comprend bien pourquoi sur la réserve ovarienne, la kystectomie est un geste qui a ses limites. Aujourd'hui, les endométriomes ovariens, on va dire qu'on les aborde d'une manière plus prudente, j'allais dire respectueuse, donc on était très respectueux, mais plus prudente qu'hier. On évite de laisser l'ovaire, d'abandonner l'ovaire. Pendant longtemps, on a considéré que remodeler l'ovaire par des sutures célioscopiques n'était pas une bonne idée, on en est revenu. Et il est conseillé maintenant de refaire, avec une technique efficace, de refaire une morphologie ovarienne correcte lorsque l'ablation de l'endométriome a trop altéré le tissu ovarien résiduel. Un de nos collègues de haut niveau, Horace Roman, prône ou plaide pour l'utilisation du plasma jet, qui serait une manière, un laser qui permettrait de détruire la poche kystique. Il a de bons résultats, mais ce n'est pas méchant de dire qu'on attend dans la littérature des confirmations. Il faut très certainement éviter ce qu'on a fait pendant des années en toute innocence, c'est-à-dire les coagulations multiples de la loge de dissection ovarienne, dont on sait maintenant qu'elle est très délétère, même en coagulation bipolaire, et utiliser des senti-hémostatiques. Ici, en bas et à gauche, vous avez l'exemple du Flocil. Et j'ai proposé il y a plus d'une vingtaine d'années en France, ce n'était pas une idée qui m'était personnelle, elle était japonaise, la sclérothérapie à l'éthanol, qui est une technique à laquelle je recours assez souvent et qui me donne satisfaction. Devant un endométriome, là encore, faisons comme précédemment pour la célioscopie. Qu'est-ce qui est en faveur de la chirurgie? Qu'est-ce qui est en faveur de la sclérothérapie? Et qu'est-ce qui est en faveur de l'abstention? Parce qu'il y a un certain nombre d'endométriomes dont le plus grand bien qu'on puisse leur faire est de ne pas y toucher. Les antécédents de chirurgie d'endométriome sont plutôt en faveur de la sclérothérapie. La réserve ovarienne altérée est plutôt en faveur de la sclérothérapie, alors que si elle est normale, on peut s'attaquer à la kystectomie classique. Les douleurs présentes en faveur de la chirurgie, absentes en faveur de la sclérothérapie. Méfiez-vous des endométriomes bilatéraux, car c'est chez eux qu'on risque d'avoir un gros désappointement en post-opératoire en dosant la MH. À ce propos, une réflexion que j'aurais dû faire avant. Moi, dans ma pratique, chez les patientes infertiles en particulier, mais même chez les autres, même chez les adolescentes, j'ai tendance à demander précocement, je mesure le risque qu'il y a à le faire sur le plan psychologique. Mais on est tout de même frappé de voir que chez des femmes et chez des adolescentes, y compris n'ayant jamais eu de gestes chirurgico-ovariens, on trouve des réserves ovariennes, des AMH altérées. Lorsque vous opérez une patiente, absolument, si c'est un endométriome, et même si c'est une endométriose tout court, la prudence est de demander une AMH avant l'intervention, ne serait-ce que pour éviter les discussions gênantes si vous découvrez un déficit après avoir enlevé un endométriome, par exemple. La bonne indication de la sclérothérapie, c'est l'endométriome inférieur à 6 cm. Au-delà, c'est plus incertain. Le kyste récidivant, faire plusieurs kystectomies itératives n'est pas une bonne idée. Évidemment, s'il y a un doute diagnostique, ce n'est pas fréquent, mais on sait qu'il y a certains endométriomes qui sont en fait des carcinomes endométrioïdes ovariens. C'est vrai au-delà de 40 ans. C'est très exceptionnel avant 40 ans. Il est clair que là, la sclérothérapie, ce ne serait pas une bonne idée. Et la croissance rapide est plutôt une indication de la célioscopie. Les résultats de la sclérothérapie, c'est une série que j'ai confiée à un autre de mes assistants, Shadi Yazbek, qui a mené son travail. Il a montré donc qu'avec une sclérothérapie faite dans de bonnes conditions, vous voyez en haut le pourcentage de grossesse qu'on
qu'on obtient après prise en charge par AMP sur 2 tentatives cumulées, avec des résultats qui sont des résultats qui ont maintenant une certaine ancienneté. On a des taux de grossesse par FIV qui sont des taux importants. Et je rappelle que là où la ponction simple de l'endométriome était un geste inutile et qui ne servait à rien, puisque la récidive était à 70%, là le taux de récidive après sclérothérapie n'est pas nul, mais devient très honorable à 13%. Je passerai très rapidement, puisque je crois que Pedro Barry doit parler après de l'endométriose profonde. Mais je vais en parler sur 3 planches, dans le versant de l'endométriose profonde concernant l'infertilité. On sait que ce sont des localisations de l'endométriose qui sont particulièrement complexes pour la patiente qui en souffre, au sens strict du terme, particulièrement complexes pour les chirurgiens qui les prennent en charge. C'est en effet une chirurgie qui est une chirurgie complexe, une chirurgie dont le résultat est parfois incertain, et une chirurgie où il faut sans arrêt évaluer le conflit d'intérêts qui existe entre la fertilité et les algies, c'est très clair. Plus la demande est à la fertilité, plus il faut que l'ovaire fonctionne, moins il y a de place pour le blocage ovarien, plus la patiente souffre, plus c'est l'inverse. Et auquel cas il faut bloquer son ovaire, mais ce qui évidemment peut exclure certaines chances de grossesse. Cette chirurgie est une chirurgie complexe. Mais là, Pedro, comme tu vas sans doute en parler, je vais passer très vite. Il faut donc en expliquer les risques, faire un bilan sérieux, obtenir un consentement éclairé aboutissant à une décision partagée. Et je crois qu'il faut tout de même prendre une certaine mesure, parce que nos patients vont sur des sites. Certains sont très bien faits, d'autres sont très médiocres, d'autres sont franchement inquiétants. Et il est clair que pour les patientes qui n'ont pas de perception personnelle de ce qui est bon et de ce qui est moins bon, elles lisent des choses qui les effraient considérablement. Et j'avais demandé à Michel Canis, pour le journal dont je m'occupe, de me faire un édito. Vous voyez le titre, et ça, je crois qu'il faut vraiment penser, lorsqu'on prend en charge ces patientes, à cet aspect fondamental des choses. Le titre que m'avait donné Michel Canis, que je trouvais très bon, c'est « Il faut arrêter la machine à faire peur ». Je passe celle-là, je viens à la suivante. Est-ce que l'on sait si aujourd'hui, la meilleure prise en charge de l'endométriose profonde est la FIV en première intention ou la chirurgie en première intention? Je vais présenter 2 diapositives qui viennent d'un de mes anciens assistants, M. Benifla. Il y en a beaucoup, mais évidemment, tu me diras que dans l'avenir, il y en aura de moins en moins, c'est bien normal. Je parle d'Émile Daraille à Thonon, dont personne ne peut contester la compétence en matière d'endométriose. Si je présente ces 2 planches qui sont contradictoires l'une de l'autre, c'est pour montrer à quel point les idées peuvent évoluer. Voici ici un article qui date de 2012, c'est pas si ancien 2012. La signature, c'est Marcos Ballester, encore un type qui connaît très bien l'endométriose. Je crois d'ailleurs que l'équipe de Joël Belaïch a participé à cette série. Et là, le principe était chez des patientes qui avaient une endométriose colorectale et une infertilité, en rapport avec une endométriose infiltrante de la cloison recto-vaginale, de les prendre en charge en FIV en première intention. 68% de succès, avec des facteurs relatifs tenant au fait que c'était moins bon lorsque la patiente était âgée, lorsque sa réserve ovarienne était altérée, lorsqu'elle était porteuse d'une endométriose. 5 ans plus tard, la même équipe, même si ce n'est pas le même signataire, mais c'est toujours l'équipe d'Émile Daraille, publie, c'est d'ailleurs, je crois, c'est sous presse pour Fertile et Stérile, et bien publie exactement l'inverse. Et là encore, je ne cherche pas à mettre dans la difficulté l'équipe d'Émile Daraille, je répète l'estime que j'ai pour sa pratique, mais vous voyez que même les équipes les plus performantes hésitent. Là, si l'on analyse cet article, lisez la dernière ligne, la chirurgie de première intention peut être une bonne option pour les femmes avec une endométriose colorectale associée à l'infertilité. Donc vous comprenez que même lorsque les meilleurs peuvent hésiter ou peuvent faire varier leur choix, il est difficile de dire qu'il y a une ligne qui est préférable à d'autres. Un arbre de décision que j'avais proposé avec Shadi Yazbek et qui montre quoi? Eh bien, quand on fait le bilan d'une patiente, il faut faire à gauche, en haut, une cartographie des lésions, il faut rechercher des facteurs associés, il faut évaluer la réserve ovarienne. Colonne du milieu, qu'est-ce qui va vous indiquer l'AMP première préférable à la chirurgie? Eh bien, cartographie des lésions, lorsque vous pouvez vous attendre à une intervention complexe, voire très complexe, voire avec un risque de dérivation digestive. Lorsqu'en plus de l'endométriose, vous avez des facteurs associés,
péjoratif, la durée de l'infertilité, le facteur masculin, lorsque la réserve ovarienne est altérée. Par contre, au milieu et en bas, la résection première peut être envisageable lorsque les lésions sont peu étendues, ou tout au moins accessibles, lorsqu'il n'y a pas de facteur associé, et lorsque la réserve ovarienne est normale. Je passe sur celle-là. Un clin d'œil, bien sûr. Je crois qu'en fait, et moi c'est ma tendance, ce qui est ridicule, c'est de vouloir opposer l'AMP à la chirurgie en ce qui concerne les patientes endométriosiques infertiles. Et je vais rapporter 3 travaux, et le premier, ça je tenais à le mettre en premier, c'est le travail de Pedro Barry, mais le père, si je ne me trompe pas, qui montre, dans une série qui est une série barcelonaise, qu'en fait on obtient les meilleurs résultats lorsqu'au lieu d'opposer l'AMP à la chirurgie, on sait associer les 2 techniques, et que c'est chez les patientes où on n'a pas eu de position dogmatique et exagérément continuelle, de multiples AMP sans résultat, pour le chirurgien de multiples interventions sans penser à l'AMP qu'on obtient les meilleurs résultats. Ceci est confirmé à Clermont-Ferrand, Nicolas Bourdelle, je ne vous détaille pas le détail, l'idée générale est la même. Les patientes ont de meilleurs résultats lorsqu'on sait associer les potentialités de la chirurgie et de l'AMP. Même chose chez Edon à Montpellier. La conclusion, c'est la suivante. Plutôt que poursuivre de manière dogmatique, rappelez-vous l'introduction de Pedro Barry qui disait qu'on était en fait dépendant du premier gynécologue ou de la première gynécologue qu'on voyait et qui pouvait vous entraîner sur de très bonnes pistes, mais aussi sur des mauvaises. Ce qu'il faut, c'est institutionnaliser les RCP, comme pour la cancérologie. Ici, ce que vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'Horace Romain, un de nos collègues rouennais, qui a été le premier à mettre sur pied à Rouen une RCP d'endométriose. Eh bien, tous les cas sont débattus dans une assemblée où il y a des chirurgiens, des spécialistes de l'AMP, des imageurs, des biologistes et ainsi de suite. Développer les travaux collaboratifs, c'est ce que fait aussi Horace Roman dans le cadre d'un groupe qui s'appelle le groupe Friends. Évaluer les nouvelles techniques. Je ne pratique pas, et mon âge fait que, à mon avis, je ne commencerai pas aujourd'hui, je ne pratique pas la chirurgie robotique, mais je n'exclus pas l'idée de penser que dans certaines indications, elle a vraiment une réelle qualité. Et même si au jour d'aujourd'hui, mais là, je préfère, s'il y avait des questions, les envoyer chez Barry, qui connaît mieux le sujet que moi, je parle des questions. La préservation de la fertilité et endométriose, effectivement, il y a certainement une place dans l'endométriose pour faire de la préservation ovocytaire. Alors, à quel moment de la prise en charge, c'est bien difficile de pouvoir synthétiser des idées claires, précises et reproductibles, c'est très variable d'un cas à l'autre. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de publication importante rapportant le bénéfice réel de cette méthode dans le contexte de l'endométriose. Si jamais je me trompais, Monsieur Barry, soyez gentil de me le dire. Je vous remercie.